prévu de faire cette présentation en français. Je vais essayer de parler lentement. Et de toute façon, le PowerPoint vous guidera et puis nous aurons le temps d'échange. Donc l'idée, c'était de vous présenter dans un premier temps l'originalité de ce service qui est le plus ancien service national dépendant d'un ministère totalement dédié à l'archéologie sous-marine sur l'ensemble des eaux territoriales. Donc ce n'est pas un service régional, même si nous sommes basés à Marseille, c'est un service national et qui est compétent à la fois sur le plan administratif, nous allons le voir, nous faisons les autorisations, nous faisons le contrôle scientifique, et nous sommes également à la fois un service de recherche avec une douzaine d'archéologues qui, au sein du service, travaillent, organisent, conduisent des fouilles et participent à des fouilles d'autres laboratoires et d'autres services. Donc c'est un modèle mixte, mais c'est un modèle qui, depuis 58 ans, fonctionne et nous a permis de largement avancer dans la connaissance et l'étude et aussi la protection du patrimoine sous-marin. Alors, pourquoi un service, quelques mots, pourquoi un service national à Marseille? Parce que c'est ici, alors je sais que Barbara est en ligne et qu'elle va parler après, donc je ne vais pas dire que l'archéologie sous-marine est née ici au niveau mondial, c'est ici qu'elle est née au niveau français en tout cas, mais de toute façon c'est sur ce bout de côte entre la Provence et la Ligurie que tout s'est fait et que tout a commencé, avec d'ailleurs très tôt des colloques franco-italiens internationaux sur le sujet. Donc, Jacques-Yves Cousteau, qui était, avant de s'occuper des mérous, des poissons et de la faune sous-marine, était un militaire, a inventé le scaphandre autonome à Marseille, et il y a conduit la première opération, alors on ne peut pas appeler encore ça à l'époque une fouille sous-marine, puisque Cousteau était sous l'eau, et que l'archéologue, qu'il n'était pas archéologue, et que l'archéologue, par contre, était à terre sur un bateau. C'était Fernand Benoît, le directeur des Antiquités de la région de Marseille. Et donc, on a eu, pendant les 2 premières décennies, cet équilibre. L'archéologue sur le bateau, les plongeurs qui descendent, qui remontent prendre leurs consignes. Un travail imparfait. Il a fallu attendre les années 70 pour que les archéologues eux-mêmes aillent au fond de l'eau, conduire les opérations. Néanmoins, cette première fouille, vous voyez, elle reste importante puisque 4000 amphores et 10 000 poteries ont été remontées du large de Marseille avec 2 épaves superposées. Ce qui est important en France, c'est 2 étapes. J'ai mis ces 2 dates, ces 3 dates juridiques. C'est 1961, une première loi sur les épaves. Pourquoi cette loi est importante? Parce qu'elle crée une exception. La loi dispose que si une épave a un intérêt archéologique ou historique, elle passe sous la protection de l'État, et s'il n'y a pas de propriétaire connu, elle passe sous la propriété de l'État. Donc, à partir de 1961, on a une véritable politique de protection et surtout une politique coordonnée au niveau national avec le ministère de la Culture qui pilote les travaux, enfin les opérations d'études et de protection. Pour mener cette politique, André Malraux a créé en 1966 le service donc, que je dirige aujourd'hui. Il l'installe à Marseille pour les raisons que j'ai évoquées, à la fois Cousteau et Fernand Benoît. Et puis, à l'époque, c'était ici que les premières plongées se faisaient, mais compétent donc pour la Méditerranée, l'Atlantique, la Manche et très rapidement les Outre-mer. Le service à l'époque était basé au Fort Saint-Jean. Vous le découvrirez demain en allant vous promener au Mucem. Depuis que le Mucem a été créé, nous avons déménagé tout au nord de Marseille, sur le port de l'Estac. Création du service en 1966 et dès 1967, un navire spécialement dédié
À l'époque, les États savaient aller vite entre la décision politique et la construction. En un an, donc le service, en même pas un an, le service est doté d'un navire qui voguera, qui naviguera pendant une trentaine d'années uniquement par contre en Méditerranée et qui accomplira les premières fouilles. Je vous présenterai après aujourd'hui nos équipements plus modernes. 1989, une nouvelle loi, là aussi très importante puisqu'elle crée la catégorie de biens culturels maritimes et qui là finit de conforter la pleine propriété de l'État, non seulement sur ce qui était à un moment un bateau, qui est devenu une épave, non seulement sur les objets issus de cette épave, ça c'est déjà dans la loi de 61, mais avec la loi de 89, c'est aussi la protection, par exemple, de tous les sites immergés du fait du changement de niveau de la mer ou d'autres éléments. Donc, on a désormais une protection totale, publique, donc inaliénable, incessible, qui garantit vraiment la meilleure protection possible pour ce matériel, ce mobilier, et qui place dès cette époque-là la France dans la logique internationale qui sera ensuite celle de la Convention de 2001 de l'UNESCO. Déjà, pour faire une première ouverture vers le numérique, le digital, c'est 2006, le début de notre programme d'archéologie des abysses, d'archéologie des profondeurs. Très vite, le DRASM a compris d'une part l'urgence, les équipes ont compris l'urgence d'aller travailler au-delà des zones de plongée humaine. Toujours pareil, études et protection. Et très vite, nous avons aussi compris que le marché ne nous offrait pas les outils suffisamment efficients pour mener cette politique. Et que donc, il a fallu, d'une part, développer, alors bien évidemment avec des laboratoires ad hoc, développer nos propres robots, développer les compétences de nos robots, et aussi participer à des programmes de recherche pour développer des outils adaptés. De manière très simple, probablement un raccourci. Aujourd'hui, sur le marché, les fabricants de robots ont besoin de résistance et de force parce que les acteurs qui ont besoin de ces outils, ce sont par exemple des sociétés qui ont des pipes, qui ont des tubes, qui ont besoin de serrer, de visser, de tendrer. Nous, c'est, vous le savez, exactement le contraire. Nous avons besoin de délicatesse, nous avons besoin de finesse, parce que quand il s'agit de remonter une céramique ou du verre qui séjourne au fond de l'eau depuis peut-être 2000 ans et qui est à 700 mètres, on ne peut pas se permettre d'avoir une griffe qui va écraser l'objet. Donc nous, le travail, c'est un travail de finesse, et c'est aussi pour ça que depuis quelques années, nous travaillons avec les biologistes, parce que c'était les seuls avec lesquels nous parlions le même langage, avec lesquels nous avions les mêmes besoins. Remonter du corail de 700 mètres de profondeur, c'est exactement la même logique que remonter une lampe à huile. Voilà. Donc, voilà nos coopérations techniques et scientifiques. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis sur cette chronologie? L'étape suivante, c'est depuis 2014, travailler sur une main qui permettra d'aller plus loin. Voilà donc nos navires qui sont donc dédiés, un en Atlantique, un en Atlantique Manche, l'autre en Méditerranée, le plus récent, qui sont là aussi des navires qui ont été conçus, dessinés et conçus avec des archéologues et des plongeurs spécialement dédiés à ce type d'opération, y compris pour faire en même temps des opérations humaines et des opérations robotiques. D'ailleurs, le navire que vous voyez en haut sur la grande photo en haut à gauche, l'Alfred Merlin a accueilli l'été dernier la première opération conjointe franco-italienne. Alors, 400 mètres dans les eaux italiennes, pour être précis. Pendant longtemps, on ne savait pas, mais maintenant les choses sont précises. 400 mètres dans les eaux italiennes, mais Barbara en parlera peut-être.
sur une épave chargée d'une cargaison de verre. Et voilà. Et donc on a pu prouver que notre investissement robotique était utile pour travailler sur l'archéologie des profondeurs. Quelques spécifications assez classiques pour un navire qui fait de l'archéologie. Bien évidemment, nos navires sont en positionnement dynamique. Nos navires sont équipés à la fois d'un sonar balayage latéral, d'un multibeam, d'un GAPS qui permet donc de faire un positionnement acoustique, qui nous permettent donc de faire des couvertures survey pour localiser pour identifier les objets, utiles à la fois en archéologie préventive, puisque nous intervenons pour balayer le territoire avant des opérations de pose de câbles, de pose de pipe ou d'aménagement portuaire, mais également, bien évidemment, dans le cadre de recherche, puisque ces outils nous permettent de discriminer les anomalies et d'intervenir de manière plus efficace sur les sites les plus pertinents. Toujours par rapport à la réflexion qui nous guide ce matin, le point commun de ce matin, à partir de ces documents-là, je vous le montrerai rapidement tout à l'heure, nous faisons maintenant des modèles 3D qui permettent de présenter ces épaves qui, bien évidemment, restent in situ et ont vocation, pour la plupart, à rester in situ. L'archéologue sous-marin n'a pas vocation à créer des centaines et des milliers de musées du VASA à travers le monde. D'ailleurs, nous n'en aurions pas les moyens et ce ne serait probablement pas écologiquement et durablement pertinent. Voilà en haut notre cabinet de pilotage. Quelques chiffres, vous voyez, nous n'avons que 12 archéologues et 3 spécialistes de robotique et 3 spécialistes de conservation préventive pour mener ces opérations, ce qui est quand même pas beaucoup pour 300 000 km² de ZEE en hexagone, en Europe, auquel il faut ajouter environ 2 millions de ZEE aux Antilles et dans l'océan Indien. Donc un travail, je ne vais pas dire sans fin, mais en tout cas conséquent. Aujourd'hui, nous avons localisé 7500 sites d'intérêt archéologique dans les eaux françaises. On peut considérer que cela représente à peine 10% de ce qu'il serait à explorer. Et sur ces 7500 sites, seuls 1500 ont réellement pu être au moins un petit peu étudiés. Donc, voilà, quelque chose qui vous montre l'ampleur du travail. Alors voilà, quelques images de nos robots. Donc les robots, en fait, ont la capacité, je vous le disais, de poursuivre le travail plus en profondeur, y compris d'ailleurs le travail de survey. Donc 2 principaux robots qui portent le nom de personnages de bande dessinée. Hilarion, donc là, que vous voyez équipé en dessous d'une griffe, qui est d'abord le robot image. C'est lui qui a une capacité d'éclairage particulièrement forte et qui recrée une lumière quasiment je ne vais pas dire naturelle, pour le coup, elle ne l'est pas du tout, mais une lumière du jour, y compris à des profondeurs, et qui nous permet de faire aussi bien en photo qu'en vidéo des captures à très haute définition et qui nous permet de faire derrière des photogrammétries 3D absolument saisissantes. Pour nous, la photogrammétrie 3D, elle a 2 buts complémentaires. Quand je vous dis on va au-delà de ce qu'on peut plonger et on n'a pas les moyens ni l'intérêt de remonter. Nous sommes un service scientifique. Donc l'intérêt, c'est d'abord pour nous que ces images, que ces photogrammétries soient des outils de travail pour les chercheurs. Donc pour nous, pour moi, très clairement, une photogrammétrie, elle est réussie quand je la confie à un spécialiste et qu'elle lui permet de travailler. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est à du 8K,
on commence à être sur des choses qui permettent, on est en train de le vérifier sur de l'artillerie, sur des choses qui permettent réellement un travail scientifique et qui donc sont vraiment dans une logique, dans une logique de préservation in situ. Bien évidemment aussi derrière, valorisation auprès du public, en lien, là, c'est pas directement notre mission, mais en lien avec des musées. Le deuxième robot, lui, ira jusqu'à 2500 mètres. Donc lui, ça sera vraiment le robot des abysses. Nous l'avons testé à 1000 mètres. Alors, il éclaire un peu moins. Il filme aujourd'hui un peu moins bien, enfin un peu moins qualitativement. En revanche, il est totalement polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut l'équiper d'un aspirateur souffleur et que donc il peut aider à dégager un site, mais également une griffe et une cage. Et donc sous cette cage a été ajouté un panier qui lui permet, parce que la griffe permet de remonter par définition un objet à la fois. Là, on va gagner du temps. On a une caisse qui se met sous sa cage et qui donc permet d'être remplie petit à petit, de faire des prélèvements à chacune des opérations. Donc là, on a sur des profondeurs importantes, avec des temps d'opération forcément limités, on gagne en efficacité. Voilà, on gagne en efficacité. Là, c'était les précédentes générations, on n'a plus le temps de faire de l'histoire. Ça, c'était notre grand projet, notre grand rêve pour l'avenir. Une main maritimisée, je ne sais pas quel est le bon terme. Bref, l'idée d'une main de robot qui puisse travailler dans les conditions de pression du fond de la mer et dont le scientifique à bord du bateau aurait un joystick sur lequel il aurait non seulement un retour haptique, ça on sait déjà faire, mais où il aurait également des ressentis et qui permettrait quasiment d'avoir, oui, le toucher manuel. Voilà. Donc on va tester une première étape au cours de cette année, mais cette question de toucher, c'est encore des années, peut-être des années à 2 chiffres, pour arriver à ce. Voilà, quelques images pour terminer avant que le temps ne soit complètement écoulé. Donc voilà ce que nos équipements ont pu donner sur un projet qui pour nous était important parce qu'il conciliait, je terminerai là-dessus, il conciliait plein d'angles. C'était d'une part un projet de recherche en termes de conservation, puisque l'idée c'était de savoir comment prolonger la vie des épaves métalliques, dont on sait que ce sont finalement celles qui disparaîtront en premier. Donc, un travail avec des anodes sacrificielles. Alors là, je suis désolé, je ne peux même pas l'expression vous la traduire en anglais. Enfin bon, des anodes qui sont donc susceptibles de récupérer sur elles les éléments chimiques pour que l'épave métallique elle-même soit protégée, entre guillemets, des phénomènes de corrosion. Donc des anodes posées en grande quantité sur des rails, connectés bien évidemment à l'épave pour que la conduction se fasse. Donc c'est un programme qui s'est terminé il y a quelques mois, donc il faut encore tirer toutes les conséquences. Et bien évidemment, ça a été aussi pour nous l'occasion de faire des couvertures, de chacune de ces épaves. Il y en avait 3 qui étaient concernées. Et c'était aussi pour nous l'occasion de faire de la science participative, parce que ce soit les anodes au fond de l'eau ou la surveillance de l'évolution, on a associé des bénévoles et des plongeurs pour faire ce suivi tout au long de l'année que nous n'étions pas en mesure de faire. Et voilà, l'autre élément sur lequel on travaille et sur lequel que j'évoquais, qu'on continuera à travailler, c'est voilà, les modèles, les reconstitutions, donc de la photogrammétrie 3D à l'impression 3D d'un clone de l'épave. Ce modèle, donc c'est le Danton qui est présenté aujourd'hui au musée de la Marine à Paris depuis sa réouverture. Et donc voilà, là aussi, alors là on est bien évidemment sur quelque chose qui est pour le grand public, mais avec une quantité de data qui ont été recueillies, qui sont bien évidemment des outils d'étude pour une épave qui est à, de mémoire, plus de 500 mètres de profondeur. Voilà, merci.